Retour sur le plateau de Politique en compagnie de Jean-Marie Colombani. Nous accueillons Bruno Le Maire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Les Républicains de l'Eure et vous êtes candidat à la primaire à droite. Alors, je vais vous poser la même question qu'à François Hesbourg. L'organisateur présumé des attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud, a été tué dans l'assaut qu'il y a eu à Saint-Denis hier. Je voulais savoir comment vous regardiez cette victoire, parce que est-ce que c'est un soulagement pour les Français, mais est-ce pour autant que nous sommes en sécurité? Oui, je crois que c'est un soulagement pour les Français. C'est un soulagement pour tous ceux qui ont connu l'horreur vendredi soir. Et c'est un soulagement pour tous ceux qui, aujourd'hui en France, les parents, les enfants, sont inquiets pour leur sécurité. Je crois que c'est le cas de tous les Français. C'est le cas du père de famille que je suis, en tout cas, qui est inquiet pour ses enfants et pour ses proches. Est-ce que pour autant, ça résout le problème de la menace terroriste en France? Non. Il faut continuer à enquêter, à interpeller, à incarcérer, à éliminer la menace qui est d'abord sur notre territoire. Et c'est pour ça que j'ai voté, sans aucun état d'âme, la prolongation de l'état d'urgence il y a quelques heures à l'Assemblée nationale, parce que je pense qu'il faut donner au gouvernement les moyens de poursuivre ses enquêtes, de poursuivre ses investigations et d'aller traquer les terroristes partout en France. Vous l'avez dit hier, vous avez dit effectivement à l'Assemblée nationale, lorsque vous avez ouvert les questions d'actualité, que vous seriez aux côtés du gouvernement et vous avez remis un peu d'ordre, d'ailleurs, on en parlera, un peu dans, on va dire, dans l'attitude de la droite. Mais Abaoud était impliqué dans 4 attentats évités ou déjoués sur 6 depuis le printemps 2015. C'est ce qu'a annoncé Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Il y a eu donc une faille claire, une impuissance des services de renseignement. Est-ce que la droite va une fois de plus attaquer? Est-ce qu'il faut se pencher sur le problème? Est-ce qu'il faut pleurer sur le lait renversé ou au contraire il faut avancer? Mais il ne s'agit pas d'attaquer. Enfin, dans la situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes, où il y a tant d'inquiétudes chez tous les Français qui ont peur pour leurs proches, qui s'inquiètent, qui se demandent s'ils peuvent encore faire leurs courses de Noël, s'ils peuvent encore aller au cinéma, encore aller au théâtre, s'ils peuvent encore aller prendre des verres à la terrasse de café. Moi, je leur dis oui, il faut continuer à vivre, en assurant évidemment sa sécurité, en étant plus vigilant. Mais le rôle de l'opposition n'est pas de rajouter du désordre au désordre, du chaos au chaos. Le rôle de l'opposition, c'est simplement de s'assurer que les mesures qui ont été annoncées sont prises concrètement. Et nous serons très vigilants là-dessus. Le gouvernement et Manuel Valls ont annoncé un certain nombre de mesures concrètes. Ces mesures, elles doivent être mises en œuvre rapidement. La deuxième chose, c'est effectivement de faire la transparence. Il y a eu plusieurs dizaines de morts, plus de 129 morts vendredi dernier. Il y a une dizaine de personnes qui constituaient une menace immédiate, qui ont circulé dans la capitale parisienne sans qu'ils soient interpellés, sans qu'ils soient repérés. Comment est-ce que ça s'est produit? Pourquoi en est-on arrivé là? Il y a des questions qui se posent. Je pense qu'il est légitime que le gouvernement apporte des réponses à ces questions sans aucun esprit polémique. Nous ne sommes pas là pour créer de la polémique, pour rentrer dans des querelles politiciennes. Nous sommes là simplement pour renforcer la sécurité des Français. On peut considérer que l'aspiration des Français, c'est quand même l'unité nationale dans ce genre de circonstances. Et pour l'opposition, la définition, le parcours fait sur le chemin de cette unité est assez compliqué parce qu'il y a aussi, comme vous le disiez aussi, le rôle de l'opposition, puis il y a des échéances électorales qui arrivent. Donc comment définir cette ligne de crête, au fond, où on souscrit à l'unité nationale sans, j'allais dire, de jeter de l'huile sur le feu ou bien accréditer l'idée que le pays est divisé et qu'au fond, finalement, c'est ce que cherchaient les terroristes, c'est de montrer à quel point la société française est divisée. Vous avez raison, Jean-Marie Colombani, c'est une ligne de crête. L'unité nationale, moi je préfère le mot unité des Français. L'unité des Français, ça n'est pas le blanc-seing au gouvernement. Parce qu'après tout, après le 11 janvier, nous avions proposé un certain nombre de mesures concrètes qui n'ont pas été mises en œuvre. Il y a eu les lois sur le renseignement. Aujourd'hui, par le président de la République. Oui, mais nous avions proposé des mesures sur l'interpellation des personnes qui sont fichées S et qui pourraient constituer une menace, sur l'expulsion d'un certain nombre de ressortissants étrangers. Je l'avais rappelé en septembre dernier. Et ces mesures n'ont été prises que maintenant, tant mieux. Mais l'unité des Français, ce n'est pas le blanc-seing au gouvernement. L'unité des Français, c'est faire en sorte que chaque parole de l'opposition soit pesée à une seule aune, qui est celle de la sécurité de nos compatriotes. À chaque fois que je m'exprime actuellement, la seule chose qui guide mes paroles, c'est
Est-ce que ça peut renforcer la sécurité des Français? Est-ce que la proposition que je fais peut renforcer la sécurité des Français? Est-ce que la critique que je fais sur le gouvernement peut renforcer ou non la sécurité des Français? Aucune critique gratuite, aucune parole à la légère dans ces temps qui sont aussi sensibles, mais des paroles de l'opposition qui sont là pour veiller à la bonne application des mesures et pour garantir que la sécurité des Français est une nouvelle fois renforcée. C'est une ligne de crête, c'est celle que j'ai voulu rappeler hier à l'Assemblée nationale. J'ai dit au Premier ministre Manuel Valls, il y a un prix à l'unité nationale, et ce prix, c'est celui de l'efficacité de vos décisions. Vous avez eu honte hier, avant-hier, de J'ai trouvé de la droite que la séance n'était pas digne. Et je crois que nous devons aux Français la dignité de nos débats. Enfin, nous sommes des représentants du peuple français. Essayons, comme représentants du peuple français, d'être à la hauteur de la douleur des Français. D'être à la hauteur de leurs peines, d'être à la hauteur de leurs attentes. Et quand, lorsque la garde des Sceaux veut prendre la parole, mon groupe fait du bruit et lance des exclamations, eh bien, je le regrette parce que je pense que ce n'est pas digne de l'opposition républicaine. Je critique la position de la garde des Sceaux. Je suis stupéfait de voir que la garde des Sceaux n'approuve pas la déchéance de nationalité qui a été demandée par le président de la République, ou reste en tout cas ambiguë sur le sujet. Mais quand elle s'exprime, je respecte la personne, même si je critique sa position. Il y a la partie critique que vous venez de parfaitement définir, mais le danger qui guette l'opposition, me semble-t-il aussi, c'est le danger de la surenchère. C'est-à-dire on balance des propositions, comme ça on va interner tous les gens fichés S ou je ne sais quoi, et on a l'impression là que voilà, c'est une sorte de concours à qui se distinguera le plus ou le mieux. Donc voilà comment... Je suis contre le concours Lépine de la proposition la plus sécuritaire. Je suis contre le concours Lépine des slogans. Vous savez, j'ai toujours considéré que tous les Français étaient lucides. Tous les Français comprenaient parfaitement la situation. Tous les Français sont parfaitement capables de savoir ce qui peut marcher et ce qui, en revanche, ne marchera pas. Interner tous les fichiers S, est-ce que c'est possible? Non. Est-ce que c'est même souhaitable? Sans doute pas, parce que ça créera davantage de difficultés que ça ne résoudra de problèmes. Donc soyons très précis dans nos propositions. Soyons très rigoureux dans ce que nous mettons sur la table. Mais soyons capables aussi de critiquer le gouvernement lorsqu'il ne va pas assez loin. Regardez, tout à l'heure, nous avons eu un très beau débat à l'Assemblée nationale sur la prolongation de l'état d'urgence. Nous avons fait une proposition très concrète, qui était d'autoriser les policiers municipaux à faire des contrôles d'identité pendant cette période d'état d'urgence. Cette proposition nous a été refusée par le gouvernement. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est très compliqué. Pourtant, François Hollande veut les armer. Eh bien, je pense justement que c'est totalement incohérent de dire qu'on va armer les policiers municipaux et qu'en même temps, ils ne peuvent pas faire des contrôles d'identité. Je pense que c'est totalement incohérent de demander aux policiers municipaux dans une ville de participer à des opérations, parce qu'il y a des opérations antiterroristes pour garantir la sécurité du périmètre, et en même temps, ces policiers municipaux n'auraient pas le droit de demander leur identité à ceux qui veulent rentrer dans un périmètre de sécurité. C'est incohérent. Donc je le regrette, et là je le dis de manière très claire, le gouvernement aurait dû accepter cette proposition venue du groupe des Républicains, autoriser la police municipale à faire des contrôles d'identité pendant la période de l'état d'urgence. On va revenir tout à l'heure sur la politique intérieure, mais hier vous avez ouvert, je le disais, les questions d'actualité, vous avez donc donné, on l'a vu, un ton différent, mais surtout vous avez posé 3 questions importantes, notamment une, vous allez voir, on vous écoute et puis on en reparle. Pour lutter contre l'islamisme radical, Monsieur le Premier ministre, il faut traiter le mal à la racine. Où en sommes-nous, Monsieur le Premier ministre, de la coalition internationale qui doit nous permettre d'éliminer l'État islamique en Syrie? Où en sommes-nous du soutien des États européens? Êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à remettre en cause les relations avec certains États du Golfe dont l'ambiguïté aujourd'hui face à l'islamisme n'est plus acceptable? Nous voulons de la clarté, nous voulons sortir des ambiguïtés. Alors voilà, vous n'avez pas eu cette clarté sur cette dernière question. Vous parliez sans doute du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous voulez dire que ces pays-là financent ou ont financé le terrorisme? Je pense qu'il y a... Il faut être clair aussi. Vous. Non, mais il faut être clair, mais sans en même temps accuser trop facilement. Je veux simplement avoir de la part de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de tous les États du Golfe, des éclaircissements sur leurs relations avec les mouvements islamistes. Et je crois que c'est le rôle de la France de demander ces éclaircissements. On ne peut pas d'un côté dire qu'on livre la guerre à l'islamisme radical et de l'autre tolérer la moindre ambiguïté
de la part des États qui sont des partenaires de la France, qui achètent des armes à la France et qui sont des partenaires commerciaux très importants de notre pays. Donc j'ai demandé au Premier ministre, et je lui repose la question sur votre plateau, êtes-vous prêt à revoir nos relations diplomatiques avec ces États? Et économique, mais concrètement, parce que, concrètement, parce que on sait, enfin on sait. Je vais être très concret, Jean-Marie Colombani, on ne vend pas d'armes à des États qui ont des liens avec des mouvements islamistes. Je ne peux pas être plus concret. La sécurité des Français passe avant la vente des armes à un certain nombre d'États du Golfe. Et je veux juste qu'on donne l'assurance aux Français, formelle, que lorsque nous avons des relations commerciales, en particulier en termes d'armement, avec des États du Golfe, nous avons toutes les assurances que ces États n'entretiennent aucun lien, ni financier, ni moral, avec les mouvements islamistes. C'est tout ce que je demande. Et c'est au gouvernement, c'est au président de la République de nous donner ces assurances. Moi, je suis député de l'opposition, je n'ai pas les moyens de contrôle ou de renseignement pour savoir ce qu'il en est réellement. Je dis simplement, nous ne pouvons pas vendre des armes à des États sur lesquels pèserait le moindre soupçon de lien avec des mouvements islamistes. Parce que c'est d'autant plus compliqué qu'un certain nombre d'experts assurent qu'on ne peut vaincre Daesh, mouvement sunnite, qu'avec d'autres sunnites. D'autres sunnites, c'est-à-dire avec le soutien, y compris militaire éventuellement, de l'Arabie Saoudite, qui par ailleurs se bat au Yémen. Donc c'est cela que vous voulez indiquer, c'est-à-dire entraîner ces pays dans un combat frontal avec Daesh, y compris la Turquie aussi, petite parenthèse. C'est de ça dont il est question dans votre esprit? C'est aussi de ça dont il est question. Mettons ces États devant leurs responsabilités. Sont-ils des alliés de la France? Oui ou non? S'ils sont des alliés de la France, eh bien, ils doivent pouvoir nous apporter un soutien dans le cadre d'une coalition internationale. C'est la deuxième question que j'ai posée. C'est quand même plus compliqué, c'est ce qu'expliquait mais c'est extraordinairement compliqué. Et il n'y a pas de solution simple. Simplement, lorsque les choses sont compliquées, il vaut mieux avoir une vision claire de ce que l'on veut. J'ai toujours défendu cette idée très simple que la priorité en Syrie était l'élimination de l'État islamique et pas de Bachar el-Assad. J'ai toujours défendu une deuxième idée très simple, c'est que nous ne viendrions pas à bout de la menace de l'État islamique sans avoir une coalition internationale la plus large possible, associant des États européens, des États de la région, les États-Unis, la Russie, pour mettre des troupes au sol qui mettraient fin à la menace de l'État islamique en Syrie. Est-ce que c'est à ces pays-là, oui, c'est à ces pays-là, la France, les États-Unis, la Russie, d'aller au sol? Ils sont menacés autant que nous. Mais il ne peut y avoir de coalition internationale que la plus large possible. Et je le redis, la participation française, pour moi, de troupes au sol, c'est une participation limitée, de force d'appui, dans le cadre d'une coalition la plus large possible. La troisième idée simple, que j'ai toujours défendue depuis des mois, j'ai le mérite de la constance par rapport à certains autres responsables politiques que je vois évoluer au gré des circonstances. La troisième idée très simple que j'ai défendue, c'est qu'il n'y avait pas de solution sans point de sortie politique, sans réponse à une question simple. Qu'est-ce que nous offrons aux sunnites pour garantir leur bonne représentation et leur existence en paix dans la région? Voilà les 3 points de la position qui a été constamment la mienne depuis maintenant près de 2 ans. 1, il faut avoir comme priorité l'élimination de l'État islamique. 2, il faut une coalition internationale la plus large possible pour intervenir, y compris au sol, et terminer le travail. Et 3, il faut offrir une perspective politique aux sunnites. Car n'oublions jamais que si l'État islamique existe aujourd'hui, c'est parce que les sunnites ont été maltraités d'abord par les Américains, puis par le Premier ministre al-Maliki, chiite, en Irak. Et que c'est cela qui a créé ce chancre de l'État islamique. Ne l'oublions jamais parce que sinon, nous n'aurons jamais de paix durable, ni là-bas, ni chez nous. Pas oublier non plus le rôle de Bachar el-Assad dans ce déferlement, y compris dans la montée de Daesh, dont on voit très bien que c'est le vis-à-vis qu'il souhaite. Ils ne se sont jamais gênés, Bachar et Daesh. Vous avez entièrement raison, Jean-Marie Colombani. Et Bachar el-Assad porte une responsabilité considérable dans la radicalisation de l'État islamique, dans sa capacité à recruter de nouvelles populations. Mais la responsabilité politique, c'est de faire des choix, qui sont des choix extraordinairement difficiles, qui sont des choix moralement douloureux, mais avec un seul objectif, qu'est-ce qui défend le mieux les intérêts français? Aujourd'hui, ce qui menace les intérêts français, et ce qui menace nos compatriotes, c'est l'État islamique. C'est lui, c'est pas Bachar el-Assad. Et c'est pour ça que je demande en priorité absolue l'élimination de l'État islamique. Et dans un second temps, bien entendu, qu'il faudra
traiter le cas de Bachar el-Assad. Mais ça ne peut être que dans un second temps. Car depuis 3 ans, Jean-Marie Colombani, qu'est-ce que l'on a fait? On a essayé de traiter à la fois la question de Bachar el-Assad et la question de l'État islamique. Je pense que ça a été l'erreur historique de François Hollande. Une erreur historique de vouloir traiter à la fois la menace de Bachar et la menace de l'État islamique sans fixer une priorité absolue qui est la protection des Français, donc l'élimination de l'État islamique. Je pense qu'il a commis une deuxième erreur, qui est de s'aligner systématiquement sur les Américains, dont la ligne rouge était par rapport à Bachar el-Assad, pas par rapport à l'État islamique. Tout simplement parce que l'État islamique est davantage une menace pour nous, Français, et nous, Européens, que pour les États-Unis. Je pense qu'il aurait été préférable que le président de la République garantisse l'indépendance de la politique étrangère française et dise haut et fort que sa seule priorité était la disparition de l'État islamique. Rappelez-vous qu'il voulait effectivement taper il y a un an et que, dans le 2 fond, ans. Obama lui a tiré le tapis sous les pieds et s'en est suivi une brouille diplomatique tout de même entre les Américains Parce que nous nous la étions France. mis, je l'avais dit à l'époque, dans les mains de cette politique étrangère américaine. Je pense que c'est toujours une erreur de déterminer nos propres lignes rouges par rapport aux lignes rouges américaines. Pour moi, la priorité absolue, élimination de l'État islamique, élimination de l'islamisme radical. Vous savez, quand il a fallu Vous rappelez voter que la ligne rouge dont vous parlez, c'était l'utilisation par Bachar contre ses propres populations des armes chimiques. C'est pour ça que je vous dis, Jean-Marie Colombani, que c'est des choix moraux. La baptisée américaine, cette difficiles. ligne rouge, c'était, je veux dire, ça concernait tout le monde quand même. Je suis d'accord avec vous, mais je crois vraiment qu'il faut fixer des priorités. Pour moi, la priorité, c'est l'élimination de l'islamisme radical. À tel point que lorsqu'il y a eu le vote sur l'opération militaire en Centrafrique, j'ai voté contre l'envoi de troupes françaises en Centrafrique. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'on se prive de troupes qui seraient nécessaires demain pour lutter contre l'islamisme radical. Une question sur l'Europe, parce qu'après, il reste peu de temps, je voudrais reparler de la politique intérieure. L'Europe, vous êtes très en colère contre l'Europe, vous êtes un Européen convaincu, vous êtes un germanophone et phile, voilà, et dans le fond, l'Europe, voilà, elle est à la fenêtre de l'histoire. Et les Allemands que vous aimez bien, vous parlez leur langue. Les Allemands. Vous savez, je n'aime pas que les Allemands, j'aime beaucoup et profondément les Italiens, les Espagnols, les Britanniques. Mais vous parlez très bien allemand. Je suis et vous triste. Avez été au Honnêtement, moment... je vous le dis, Roselyne Febvre, je suis triste parce que je crois... Mais triste de quoi? Plus personne n'a d'armée en Europe, hormis la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, vous avez certainement noté sa disparition stratégique. Ça ne m'a pas échappé, Jean-Marie Colombani. Vous savez, quand... avec Jacques Chirac, nous discutions de la défense européenne. Qui était notre partenaire? La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Avec elle. Parce que c'était une vraie puissance militaire. Aujourd'hui, malheureusement, elle ne joue plus ce rôle stratégique. Est-ce que les autres États européens se sont armés pour faire face aux nouvelles menaces? Non. Est-ce qu'ils ont augmenté leur budget militaire? Non. Pas plus que nous. Pas plus que nous, mais nous il a décru sur toute disons les 7-8 dernières années, le budget militaire n'a cessé de... Je suis totalement d'accord, Jean-Marie Colombani, je pense que c'est une erreur d'avoir réduit les budgets militaires. C'est une erreur d'avoir considéré que l'histoire était finie. C'était une erreur de considérer que nous étions en paix, protégés, et que désormais s'ouvrait un temps de démocratie apaisée. Nous n'avons pas voulu voir ce qui était en train de se passer à nos portes, aux Proches et au Moyen-Orient. Le retour de la violence, la disparition des États-nations, Irak, Syrie, Libye, un affrontement à mort entre l'islam sunnite et l'islam chiite, l'Arabie saoudite d'un côté, l'Iran de l'autre. Nous n'avons pas voulu voir la réalité de la menace. Nous avons fermé les yeux sur les réalités du monde. Et ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas simplement quelques attaques terroristes terribles qui nous frappent tous, qui nous frappent dans nos chairs, qui nous frappent dans nos consciences. C'est plus que cela. C'est le retour de la violence historique et le retour de menaces sur toute la construction européenne. Et donc je tire la sonnette d'alarme pour que chaque État européen prenne conscience de ce qui arrive, que ça ne durera pas 6 mois ou 1 an, que ça peut être une guerre qui peut durer 30 ans, et que nous avons donc la nécessité absolue de nous réarmer, de redevenir une puissance politique, de protéger nos frontières et d'être vraiment une puissance politique capable de résister à ces menaces. Quelle est la plus grosse erreur que la droite ait faite quand elle était au pouvoir sur sa politique étrangère? Vous avez été aux avant-postes avec Dominique de Villepin. On a aussi, Roselyne Febvre, moi je suis prêt à me jeter plein de sacs de cendres sur la tête. Je tiens quand même à rappeler qu'on a aussi réussi certaines choses. Mais ce n'est pas ma question. Je veux quand même rendre hommage. Oui, mais dans les décisions stratégiques qu'a pris la droite quand elle était au pouvoir, il y en a quand même une qui
saute aux yeux. Oui, c'est le refus de la guerre d'Irak. C'est le refus de la guerre en Irak en 2003, avec Jacques Chirac et Dominique de Villepin. J'étais aux premières loges, et je peux vous dire que si aujourd'hui notre situation n'est pas si dramatique que cela, c'est aussi parce qu'on a su faire le bon choix en 2003. Peut-être une question, Jean-Marie, sur la politique étrangère. Oui, non, mais on a très peu de temps, oui, très rapidement, parce qu'on est dans une autre phase, toute autre phase. Dans cette autre phase qui va changer le paysage, est-ce que vous considérez comme automatique un gain pour le Front National? Est-ce que les événements dramatiques profitent de toute façon au Front National? Et si oui, comment y faire face? Comment contrer cela? Jean-Marie Colombani, ça dépendra totalement de notre sens des responsabilités, à nous l'opposition de la droite et du centre. Si nous sommes capables de rappeler que nous avions fait des propositions fortes dès le mois de janvier dernier, et tant mieux si elles sont reprises, si nous sommes capables de nous en tenir à des propositions qui soient solides, rigoureuses, qui peuvent renforcer la sécurité des Français, que nous évitions tous les slogans, tous les raccourcis, toutes les exagérations qui ne convainquent personne, si nous sommes capables de montrer que nous sommes une opposition responsable, eh bien moi je suis persuadé que nous pouvons tirer un bénéfice, ce n'est pas le terme approprié, mais que nous pouvons redevenir une opposition crédible et que ça peut se traduire dans les urnes, même si aujourd'hui, très franchement, c'est totalement anecdotique. Si en revanche, nous pensons qu'il faut courir après le Front National, faire des propositions toujours plus radicales que celles du Front National, si nous refusons de voir la complexité de la situation pour l'expliquer aux Français, pour montrer les enjeux, pour montrer à quel point, dans ce genre de circonstances, il faut être solide, rigoureux, précis, attentif, eh bien là, c'est le Front National qui en profitera. Soyons nous-mêmes une vraie opposition républicaine, digne, sérieuse et rigoureuse, les électeurs nous en seront reconnaissants. Si nous nous caricaturons nous-mêmes et que nous devenons comme le Front National, eh bien c'est le Front National qui en profitera largement. Mais est-ce que vous pensez que la gauche s'est requinquée avec l'attitude, dans le fond, le fameux tournant sécuritaire? Il y a beaucoup de tournants dans le quinquennat de François Hollande. Il y a le quinquennat social-libéral. Il y a le tournant sécuritaire. Est-ce que vous pensez que la gauche s'est requinquée vis-à-vis de l'opinion? En plus, elle fait politiquement de la triangulation, c'est qu'elle fait votre politique, puisqu'elle s'est inspirée. Votre analyse, elle est sans doute juste, mais c'est les électeurs qui décideront. Moi, ce qui me guide, c'est de savoir si les décisions qui sont prises sont bonnes pour le pays, parce que nous ne pouvons pas nous permettre, dans ces circonstances exceptionnelles, d'avoir autre chose que de bonnes décisions pour la sécurité des Français. Est-ce que les annonces faites par le président de la République sont utiles ou non? Quand il dit réforme constitutionnelle, oui ou non? Pourquoi pas? Mais qu'il nous donne l'assurance que c'est vraiment utile. Quand en revanche il dit pacte de sécurité plutôt que pacte de stabilité, là je pense que c'est totalement irresponsable. Car l'endettement de la France fait aussi l'insécurité de la France. L'endettement de la France rogne sur notre souveraineté et donc sur notre capacité à défendre notre sécurité. Je pense que c'était une parole irresponsable. Mais vous voulez envoyer des troupes au sol, il n'y a pas d'argent non plus pour... ça coûte de l'argent. Mais ça, ce sera un autre débat. Tout coûte de l'argent, mais si nous sommes capables d'avoir un État régalien fort et de faire des économies ailleurs, nous serons capables de protéger les Français. Merci beaucoup Bruno Le Maire d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-Marie. Et merci à Laure Wagner et à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission et ce plateau. Merci.